Dès son accession à l'indépendance, la Côte d'Ivoire met l'accent sur le développement et la modernisation des transports, tant des personnes que des marchandises. Des investissements importants sont réalisés dans des infrastructures dans les secteurs du transport routier, ferroviaire, maritime et aérien. Ce soir, nous recevons M. Amadou Koné, ministre des Transports. Avec lui, nous allons aborder différentes questions portant sur ce secteur important pour le développement économique de notre pays, la Côte d'Ivoire, et pour ses habitants. Bonsoir à tous, on embarque pour un voyage long de 80 minutes. Bienvenue à bord. Au lendemain de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, c'est une belle émission que nous allons faire sur Live TV, la télé sans filtre. Je voudrais saluer tous nos téléspectateurs, tout aussi nombreux en position devant leurs petits écrans pour nous regarder. Aujourd'hui, émission spéciale avec le ministre Amadou Koné, ministre des Transports, et nos chroniqueurs qui vont se succéder 2 à 2 donc, sur ce plateau pour lui poser des questions sur différents axes chacun. Et pour le premier tableau avec moi sur ce plateau, il y a Isabelle Vauvor. Bonsoir Landry, bonsoir Arnaud. Comment ça va Isabelle? Super bien, merci. Belle couleur orange que tu aurais dû porter peut-être hier Oui, pendant le spécial. J'étais tout aussi bien habillée avec Ben mon oui. pagne, mon mari est capable. Arnaud Goï. Bonsoir Eric, bonsoir à tous nos téléspectateurs et tous ceux qui nous suivent depuis nos réseaux sociaux. Très bien, on est en place et c'est le moment avec vous, très chers amis téléspectateurs sur Live TV, d'accueillir M. Amadou Koné, ministre des Transports, sur notre plateau. Très bien. On va accueillir le ministre ensemble. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Ça va très bien, merci de répondre à notre invitation. Installez-vous. Bonsoir Monsieur le ministre. Bonsoir Monsieur le ministre. Félicitations pour votre élection à la tête de l'UVICOSI. Merci beaucoup. L'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. C'est votre première donc, à la tête de cette union, n'est-ce pas? Oui, bon, c'est beaucoup de responsabilités. Les maires attendent beaucoup, les populations attendent beaucoup. Très bien. Et on va se mettre au travail. Très bien. D'accord. Hier, nous avons assisté à une belle célébration du 64e anniversaire de notre pays, la Côte d'Ivoire. Avant de commencer, déjà, je voudrais avoir votre mot sur cette organisation et puis votre sentiment pour ces 64 années. Alors, je fais comme nous tous, hein, on a été fiers de voir ce beau défilé donc, qui s'est fait à Grand Bassam. Donc, le président de la République a indiqué les raisons pour lesquelles Grand Bassam a été choisi. Donc, je voudrais vraiment féliciter tous ceux qui ont organisé donc, ce beau défilé et me réjouir de ce que ce qu'on a vu nous rassure davantage. Très bien. Monsieur le ministre, je ne serai pas seul à vous poser des questions. Vous êtes face à 2 charmants jeunes hommes. Isabelle Vauvor, jeunes gens, 2 charmants jeunes gens. Merci de rattraper. Isabelle Vauvor. Bonsoir Et Monsieur. puis Arnaud Goï. Très bien. Bonsoir Monsieur le ministre. Bonsoir. Très bien. Premier axe dans cette émission. Ce premier axe va porter sur le transport aérien, monsieur le ministre. Qui parle le développement du transport aérien? Qui dit indépendance? Qui dit 64e anniversaire de l'indépendance? Dit aussi évolution dans ce secteur du transport aérien ivoirien. Qui va vous interroger, qui va démarrer? C'est bien Isabelle Vauvor. Bon, Monsieur le ministre, moi je vais directement mettre les pieds dans le plat. Depuis quelques semaines déjà, vous faites la une des réseaux sociaux et des médias. Votre ministère, avec vous à la tête, être accusé donc de surfacturation sur cette affaire que j'appellerais l'affaire ILS, donc de surfacturation sur certains projets, de non-respect des délais, parce que le projet devait durer 12 mois, finalement 4 ans, également de non-respect des procédures, parce qu'il y a eu des marchés qui ont été passés gré à gré. Finalement, on a l'impression qu'on est face en fait à une certaine forme de malgouvernance. Monsieur le ministre, ce soir, dites-nous de quoi s'agit-il exactement? Alors, je considère qu'il n'y a pas d'affaire. Très bien. À titre personnel, il n'y a pas d'affaire. J'ai eu une grande expérience de la gestion des affaires publiques depuis quelques années. Je pense également qu'il faut connaître les procédures de passation de marché, il faut connaître le contenu des marchés, qu'il y a des autorités en charge de vérifier tout ceci. Il faut savoir qui fait quoi. Il n'appartient pas à un ministre de fixer des prix.
de discuter des prix. Il n'appartient pas à un ministre de valider des prix, de coûts. Et il n'appartient pas à un ministre, c'est vrai, de vérifier, mais de travailler sur le contenu donc, des projets. Donc sur ça, vraiment, je voudrais vous rassurer. Moi, je n'en fais pas une affaire et je voudrais vraiment me réjouir de ce que donc, les personnes sérieuses donc, n'ont pas pris cela en considération. Très bien. Monsieur le ministre, avant de permettre à Arnaud Goï de réagir, de vous poser sa question, nous avons combien d'aéroports et de pistes d'atterrissage en Côte d'Ivoire? Il faut faire la différence entre aéroports, parce que quand on parle de Korogo, est-ce que c'est un aéroport en bonne et due forme? On peut faire la différence. Alors, nous avons aujourd'hui en Côte d'Ivoire, comme aéroport, on a Abidjan, donc, qui est connu, Yamoussoukro, qui est un aéroport international, Bouaké, qui est un aéroport international, on a celui de San Pedro, qui a été mis à niveau, l'aéroport de Korogo, l'aéroport d'Odjene, l'aéroport de Mouan et l'aéroport de Séguéla. Très bien. D'accord. Arnaud Goï. Oui, monsieur le ministre, juste pour revenir sur la question de vos voix, juste pour que vous puissiez clarifier votre propos. Bonsoir déjà et merci d'avoir accepté d'être sur notre plateau. Quand vous dites qu'il n'y a pas d'affaires, est-ce que ça signifie que ça n'implique pas le ministère du Transport ou il n'y a pas du tout eu de détournement, c'est un fake news? Bon, fake news, en ce qui me concerne et en ce qui concerne donc, le ministère, je peux vous assurer que rien donc, ne s'est passé qui fasse qu'on nous accuse donc, tantôt de détournement, tantôt de surfacturation. Je n'ai pas envie de rentrer dans le sujet parce qu'il y a des autorités compétentes en la matière que j'ai saisies moi-même. Pas quelqu'un d'autre que j'ai saisi moi-même. Donc ces autorités se prononceront au moment venu. D'accord, très bien. Aujourd'hui, quelle est la vision au niveau donc, de l'aviation en Côte d'Ivoire? On sait très bien que Abidjan-Paris est une destination assez fréquente. À quand est-ce qu'on pourrait avoir, par exemple, Abidjan-Paris sur Air Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est quelque chose qui est prévu? Alors, c'est prévu. Nous sommes en discussion. En tout cas, l'autorité nationale de l'aviation civile donc, est en contact avec les autorités au niveau de Paris pour que nous puissions commencer cela dans de bonnes conditions. Nous attendons la livraison d'avions qui nous permettront donc de faire Abidjan-Paris, notamment des avions gros porteurs, donc qui peuvent nous permettre de faire ça. Nous pensons qu'au plus tard, au premier trimestre de l'année prochaine, au plus tard en mars de l'année prochaine, donc nous pourrons démarrer Paris. Très bien. Monsieur le ministre, quelle est la force aujourd'hui de notre transport aérien? Quelle est la force? Quel est son positionnement déjà donc, dans la sous-région comme à l'international et quelle est sa force? Moi, je voudrais d'abord féliciter le conseil d'administration, la direction générale donc, de Air Côte d'Ivoire pour un travail remarquable qui a été fait. Cette compagnie n'a que 12 ans. Et aujourd'hui, Air Côte d'Ivoire est leader en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, avec plus de 52% de part de marché donc sur l'ensemble des deux régions. Aujourd'hui, c'est une compagnie qui transporte un peu plus de 600 000 personnes l'année. C'est une compagnie qui a une flotte neuve et une flotte importante. On a un peu plus de 10 avions donc en propre. C'est plusieurs destinations, quasiment toutes les capitales de l'Afrique de l'Ouest et centrale donc, sont desservies par Air Côte d'Ivoire. Nous avons lancé l'Afrique australe, donc sur Johannesburg. En avril dernier, nous avons commencé les vols sur Casablanca. Dès l'année prochaine, donc, nous allons aller sur le long courrier, notamment en Europe. Plus tard, nous partirons sur le continent américain. Donc, nous sommes fiers. Air Côte d'Ivoire, c'est une fierté. Ça coûte très cher, c'est vrai, mais c'est une fierté. On a un taux de remplissage de plus de 60%, ce qui est donc la norme. Nous continuons de travailler pour améliorer la qualité de service de la compagnie, mais je peux vous dire aujourd'hui qu'elle est la compagnie leader de la sous-région.
Monsieur le ministre, vous disiez que Air Côte d'Ivoire est la compagnie leader et nous nous en félicitons. Et justement, l'aviation contribue au développement, notamment du tourisme. Mais on se rend compte que les billets coûtent extrêmement cher, surtout même les billets au niveau local, le transport domestique. Qu'est-ce qui explique cela? Parce qu'à priori, les taxes sur les billets s'évaluerait à près de 40-45% du prix du billet. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui justifie que l'on ait des coûts aussi exorbitants? Premièrement, il y a aussi les engagements qui sont pris, aussi bien par la compagnie que par l'État. Elle a, je vous ai dit, à peine 12 ans, nous avons acheté des avions neufs qu'il faille donc amortir, il faut rembourser. On a des charges d'exploitation, c'est vrai, qui sont assez importantes, mais je ne crois pas que tout peut être justifié donc, par les taxes. Comme vous le dites, c'est les mêmes taxes, et peut-être même plus élevées que d'autres compagnies qui desservent Abidjan. Mais donc, la qualité de service, les charges donc, que nous avons donc, font qu'on est peut-être relativement un peu plus cher que les autres, mais c'est la qualité de service aussi. Si vous permettez, toujours sur ce sujet, on s'est rendu compte qu'il y a quelques mois, plusieurs avions ont dû être déroutés sur le Ghana parce qu'on avait eu un problème à l'atterrissage d'un avion d'une compagnie. Et on s'est rendu compte qu'on avait une seule piste d'atterrissage et qu'on avait un seul aéroport international. Est-ce qu'après 64 ans que l'on vient de fêter, c'est pas trop peu d'avoir une seule piste d'atterrissage pour toute la Côte d'Ivoire? Ah, ça ne fait pas 64 ans que je suis ministre des Transports, ça ne fait pas 64 ans que le président Alassane Ouattara est au pouvoir. Je vais vous faire quand même noter qu'on avait par le passé Air Ivoire qui s'est planté. On a eu la nouvelle compagnie Air Ivoire, nouvelle Air Ivoire, qui s'est plantée. Et le président Alassane Ouattara donc, a fait créer cette nouvelle société. Je vous ai dit que Air Côte d'Ivoire, aujourd'hui, c'est 52% de part de marché. Aucune de nos compagnies auparavant n'avait pu donc, avoir donc, ces résultats. Aussitôt après la création de l'entreprise, le gouvernement a commencé à investir dans les infrastructures aéroportuaires sur l'ensemble des aéroports qui sont desservis donc, par Air Côte d'Ivoire. On a commencé, cela va s'accélérer, l'extension de l'aéroport d'Abidjan. Nous avons franchi le cap de 2 millions de passagers en 2017. Donc, pour vous dire qu'il a fallu donc, développer notre programme aérien dès l'accession du président Alassane Ouattara au pouvoir. Alors, dans les travaux que nous sommes en train d'effectuer, après décision qui a été prise en 2016 donc par le gouvernement, de faire en sorte que l'aéroport de Bouaké soit un aéroport de dégagement. Donc les travaux ont commencé sur l'aéroport de Bouaké. Il y a des critères, il y a eu des études qui ont été menées par donc la SECNA, par l'OACI. Il faut certifier cet aéroport. Il faut investir également dans cet aéroport. Donc ce travail est en train d'être fait et nous aurons donc désormais au moins une deuxième piste, un deuxième aéroport de dégagement. Donc en Côte d'Ivoire, nous y travaillons. D'accord. Est-ce qu'il y a un projet, par exemple, pour revenir sur la question précédente, au niveau des coûts de transport aérien, donc les billets d'avion, est-ce que c'est en réflexion, le rabais, la diminution donc, des coûts des billets est en réflexion? C'est d'abord donc une question commerciale. Évidemment, la compagnie travaille sur cette question commerciale. Bien évidemment, vous savez, les questions de coût donc des billets d'avion sont des questions qui relèvent aussi parfois de facteurs exogènes. On a connu beaucoup de difficultés les 2 dernières années avec donc le coût du carburant qui avait flambé. Bien évidemment, alors je peux vous dire que c'est beaucoup de tonnes. On mesure même en tonnes, ce n'est pas des litres, de tonnes de carburant qui sont utilisés donc, pour faire donc, du transport aérien. Nous avons un plan donc, de stabilisation ou faire en sorte que la compagnie soit à l'équilibre au niveau financier. À partir du moment où nous serons à l'équilibre, parce qu'avec tous les engagements bancaires que nous prenons, donc nous devons travailler pour rembourser, pour être à l'équilibre. Nous espérons, nous travaillons vraiment pour être à l'équilibre le plus rapidement possible. À partir de là, bien évidemment,
je pense que les coûts pourront peut-être baisser. On pourrait espérer cela à l'horizon. À quel horizon? Alors, nous travaillons pour le faire le plus vite possible. Comme je dis, je félicite la direction. Les chiffres s'améliorent. Les pertes étaient importantes. L'année dernière, pas des pertes, mais l'année dernière, en termes de déficit, on était quasiment à 1 milliard, alors que 2-3 ans avant, on était à 12 milliards. Donc, ce travail continue de se faire. On a un plan de développement qui coûte très cher. Le développement, vous voulez aller à Paris, hein, ça coûte très cher. Quand on va vous dire le coût d'un avion Airbus A330 pour aller à Paris, c'est des investissements importants que nous faisons dans un court délai. Donc, toutes les exigences que vous avez aujourd'hui ont un coût. D'accord. Et cela doit être payé par nous tous, d'une façon ou d'une autre. Très bien. Monsieur le ministre, il nous reste 3 minutes avant de recevoir d'autres chroniqueurs pour une autre thématique dans cet entretien. Mais bon, on ne peut pas vous recevoir sans parler de votre nouvelle élection, donc à la tête de l'UVICOSI, c'est cela? Oui, alors il y a eu un exercice totalement démocratique au sein de l'UVICOSI. Vous avez été élu 7e président avec 84,6% des voix. En tout cas, félicitations. Mais aujourd'hui, il y a une petite polémique. Vous savez, on a 232 maires et présidents de conseils régionaux. Cela dit, cette année 2024, il n'y a pas eu de prix décerné à un élu local, alors qu'il y a normalement un titre décerné au meilleur élu local. Est-ce que ce ne serait pas une forme de désaveu, justement, de toute l'action, en tout cas menée par les élus locaux jusqu'à présent? En tant que président, quel est votre regard sur la question? Moi, j'aurais voulu qu'il y ait des élus locaux. J'aurais voulu, même moi, en tant que maire de Bouaké. Vu le travail que vous avez fait à Bouaké, surtout oui, mais pour la Coupe d'Afrique des Nations. C'est trop tôt, vous ne pouvez pas juger, parce qu'il faut aussi que nous fassions un travail dans la durée. Nous avons été élus, ça fait moins d'1 année. On a des résultats, c'est vrai, donc au niveau de Bouaké, comme d'autres d'ailleurs. Mais il faut que cela se sente dans la durée. Il ne faut pas que on vient nous récompenser là pour les 8 premiers mois et que donc après on soit déçu. Donc moi je juge pas donc le fait qu'il n'y ait pas de prix qui a été décerné, en tout cas les raisons pour lesquelles les prix n'ont pas été décernés, mais je pense que tout ceci participe justement donc à faire en sorte que nous puissions, en ce qui nous concerne, travailler davantage pour que donc l'année prochaine, il y ait des prix. Et justement, parlons de travail en tant que maire de Bouaké. Comment est-ce que vous avez réussi justement à transformer cette ville de Bouaké? Parce qu'aujourd'hui, quand on va à Bouaké, c'est un visage qui est totalement nouveau. Il y a un nouveau stade, les routes sont faites, le paysage est extrêmement magnifique, est devenu vraiment une ville touristique. Comment est-ce que vous êtes arrivé à cela? Alors, on a été, on a été un peu aidé par la CAN, par le gouvernement, donc qui nous a aidés, comme d'autres. Mais ce que nous avons fait, c'est que sur un certain nombre de sujets, notamment en ce qui concerne donc la salubrité, en ce qui concerne donc la sécurité routière, donc le marquage au sol, ainsi de suite, on a engagé les populations. Et moi, je voudrais vraiment saluer les populations de Bouaké parce que si vous n'avez pas de population engagée, donc ce qui est en train d'être fait, ou ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas possible de le réaliser. Donc c'est d'abord qu'on a réussi vraiment à engager la population. On a réussi à engager la population parce que je pense que cette population avait aussi envie de démontrer que le fait que la ville soit stigmatisée ne leur convenait plus. Et que donc ensemble, alors, vous savez, pendant la campagne, moi j'étais le capitaine. On a passé beaucoup de temps à leur expliquer qu'un capitaine, c'est avec une équipe, dont la population, et que c'est ensemble que nous allons réussir à transformer Bouaké, à rendre Bouaké donc attrayant. Et c'est tout ceci qui nous permet aujourd'hui donc de maintenir dans ce que nous avons commencé il y a quelques mois maintenant au niveau de Bouaké. Très bien, merci Monsieur le ministre et bon courage pour Bouaké. On aime le visage de Bouaké, on aime que la société de transport, donc ça sautera, y soit. On espère que les bus sont bien utilisés par toutes les populations. Merci.
un talk spécial ce soir avec le ministre Amadou Koné, ministre des Transports, avec qui nous discutons donc du développement dans ce secteur, le développement dans le secteur du transport en Côte d'Ivoire. C'est important d'en parler. Et puis surtout de la sécurité routière. Pour aborder ce nouvel axe, nous avons fait un changement, un remplacement rapide donc, sur notre plateau. Isabelle Vauvor a été remplacée par Aïcha Crépi. Bonsoir. Temporairement, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Et bonsoir à vous sur le plateau. Monsieur le ministre, on parle de l'efficacité des réformes autour de la stratégie nationale de sécurité routière 2021-2025 adoptée le 7 juillet 2021. Donc cet axe va tourner autour de cette question. Nos chroniqueurs sont avec vous. Oui, monsieur le ministre, j'avais déjà des questions par rapport à un bilan sur cette stratégie nationale que vous avez engagée entre 2021 du coup, et 2025. On n'y est pas encore. Néanmoins, j'ai quelques chiffres à vous transmettre. Selon le gouvernement, la Côte d'Ivoire perd 7% de son PIB en raison des accidents de la circulation. Autre chiffre parlant, le CNS nous parle même de 4% de hausse d'accidents de la route. En un mois seulement, c'est en mai 2024 et en juin 2024. Donc après, il y a eu le facteur pluie aussi qui nous a touchés cette année particulièrement. Et aussi un chiffre parlant qui me parle particulièrement, et j'aimerais insister là-dessus, c'est 95%, toujours selon le gouvernement, d'accidents sont d'origine humaine. C'est-à-dire que ce n'est pas le facteur moteur ou autre, c'est vraiment l'origine humaine. Donc l'incivisme, en fait, c'est de ça qu'on parle. À cet effet, vous avez mis en place une stratégie nationale qui comprend justement un pan contre l'incivisme. Comment est-ce qu'elle se traduit? Comment est-ce que votre stratégie règle ce problème d'incivisme? Deux questions. D'où est-ce qu'il vient, en fait, ce problème d'incivisme? Et peut-être une troisième, quel est le bilan général de votre stratégie? Ça fait beaucoup. Oui, je vous remercie. Alors, je voudrais faire noter quand même... Oui. Que nous avons adopté cette stratégie en 2021, comme vous l'avez dit tantôt. Parce que nous avons fait le constat, donc les chiffres sont là, nous avons fait le constat de ce que le nombre d'accidents, donc sur nos routes, le nombre de tués et de blessés, donc les victimes d'accidents de la circulation, continuait donc d'augmenter. On était vraiment sur une pente ascendante. Alors qu'en 2016, nous avions pris un engagement, donc à Copenhague, de réduire de 50% le nombre de tués sur nos routes en l'espace de 10 ans. Donc, on était vraiment très loin d'atteindre cet objectif. Et donc, d'où une stratégie quinquennale resserrée pour rattraper donc, le retard et faire en sorte que donc, nous puissions atteindre donc, les objectifs pour lesquels nous avons pris des engagements. Avant de revenir donc, de façon concrète à ce que vous avez dit, je voudrais vous faire noter que de 2021, donc date de l'adoption de la stratégie donc, de sécurité nationale de sécurité routière à 2023, on n'a pas encore les chiffres consolidés donc, de 2024, on a observé donc une baisse du nombre d'accidents de 6%, globalement. On a observé alors que notre objectif sur la stratégie quinquennale est de réduire de 25% le nombre de tués. Nous avons réussi sur donc, la période à réduire le nombre de tués de 30% et le nombre de blessés de 14%. Sont ces grands chiffres qu'il faut donc retenir. Évidemment, cela prend en compte, donc dans le cadre de la stratégie, donc le traitement du facteur humain. Vous l'avez dit, c'est 94% donc du nombre de tués. On va réévaluer, peut-être avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent, peut-être que le facteur humain donc, a diminué. Mais on a quand même combiné facteur humain et facteur matériel. Défaut matériel. De sorte que nous avons élaboré donc une stratégie qui porte sur la formation, la sensibilisation et les sanctions, mais également qui nous permettent d'évaluer nos infrastructures et nos équipements de sécurité routière. C'est extrêmement important dans l'analyse donc des facteurs d'accidentologie donc en Côte d'Ivoire. Alors, il faut savoir que sur la formation, on a noté
pendant longtemps d'ailleurs, on a noté que la formation donc dans les auto-écoles, les examens pour le permis de conduire, pour l'obtention du permis de conduire, que ce soit théorique ou pratique, étaient non seulement pas efficaces, mais il y avait beaucoup de fraude. Le permis s'achetait dans notre pays, malheureusement. Donc il a fallu corriger tout ceci. Mais mieux, prendre des dispositions pour que ceux qui sont des mauvais conducteurs ou qui sont des récidivistes soient sortis de la circulation pour être formés à nouveau. D'où la commission technique de retrait de permis qui a retiré à peu près 2000 permis de conduire. Depuis 2021. Depuis 2000. D'accord. La commission de retrait, mais également le permis à points. Le permis à points qui nous permet de ramener à l'auto-école ou au centre de formation. Monsieur le ministre, on va aborder pas à pas donc, tous ces facteurs-là, mais dites-moi déjà, sur le facteur humain, est-ce que dans cette stratégie, il y a ce pan qui concerne la collaboration avec les fêtières au niveau des transports, pour la formation des chauffeurs, par exemple, pour le recyclage de tous les transporteurs, de tous les chauffeurs des transporteurs? Est-ce que c'est prévu? Alors, nous avons formé, c'est prévu. Nous avons formé à l'Institut Sautran avec des financements de bailleurs. À ce jour, on a formé un peu plus de 3000 chauffeurs. Donc les formations continuent au niveau des chauffeurs. Avec la collaboration donc, des fêtières, comme vous le dites. Donc les formations continuent. On retire des permis, on forme, ainsi de suite. Donc nous pensons dans le temps, les choses vont s'améliorer. Mais on a un phénomène aujourd'hui qui est apparu, sur lequel nous avons commencé à travailler. Okay. Nous allons prendre des mesures à la rentrée prochaine. Ben, c'est la circulation désordonnée des motos donc dans la ville d'Abidjan et dans les villes de l'intérieur. C'est extrême. Aujourd'hui, la grande majorité sur Abidjan des tués sur la route, on aurait eu des chiffres meilleurs avec tous les efforts qui ont été faits. Mais la grande majorité des tués sur la route aujourd'hui à Abidjan, ce sont les motocyclistes. D'accord. Arnaud Goï. Oui, monsieur le ministre, vous avez parlé des différents efforts qui ont été faits par votre gouvernement et surtout par le gouvernement et surtout par votre ministère. Mais on se rend compte que lorsqu'on lit les chiffres de l'OSER de 2023, on a eu 140 accidents à Bobo, 121 à Yopougon et 102 à Cocody. Et ce sont toutes des communes où on a des BACA en général. Donc on se rend compte que partout où il y a des BACA, donc des mini-cars de transport abidjanais, pour ceux qui ne le sauraient pas, on a beaucoup d'accidents. Est-ce que les BACA ont une réglementation particulière? Est-ce qu'ils obéissent à des standards particuliers? Les chauffeurs, l'état des véhicules, surtout qu'on interdit les véhicules enfin, plus âgés, mais on se rend compte qu'on a des BACA qui sont vétustes, on a des Badjans même qui continuent à desservir certaines localités, ici même à Abidjan. Et à l'intérieur du pays également. Donc, est-ce qu'ils sont exonérés, en fait, de toute forme de réglementation? Alors, sur ça aussi, vous savez, le travail du gouvernement, le travail du ministère des Transports sur ces questions-là, c'est un travail qui est fait sur la base de données très précises. Vous avez donné des chiffres d'accidents sur des communes. Mais ce que vous n'avez pas donné, c'est les types de véhicules qui sont impliqués dans ces accidents. Il faut faire très attention donc, à ce qu'on dit. Je vous disais tout à l'heure qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a malheureusement donc les BACA, les véhicules de transport qui font beaucoup de dégâts, mais aujourd'hui, sur Abidjan, parce que vous parlez d'Abidjan, sur Abidjan, le plus gros risque porte sur les utilisateurs de deux roues, sur Abidjan. Vous savez, si vous voulez donner des résultats, lorsque vous cherchez à les atteindre, si vous voulez donner ces résultats-là, il vous faut faire quand même un travail qui soit rigoureux, qui soit scientifique. Et il ne faut pas, parce qu'on a dit ça, il faut aller ceci. Non, nous on veut des résultats. Pour que vous compreniez bien notre stratégie, on a fait une cartographie des zones accidentogènes en Côte d'Ivoire. On a également les accidents, le nombre d'accidents de tués par type de véhicule. Je peux vous dire qu'en dehors, au-delà des deux
roues dans les agglomérations, les véhicules qui font le plus de tués sur nos routes, ce sont les véhicules particuliers. D'accord. Et quelles sont les zones accidentogènes, les plus accidentogènes? Les zones les plus accidentogènes, évidemment, maintenant qu'on a la recrudescence donc, de motos à Abidjan, sinon à Abidjan, les choses avaient fini par quand même être maîtrisées avec tout le dispositif qu'on a mis en place. Donc on a une recrudescence à Abidjan due aux 2 roues. Mais sinon, les plus accidentogènes, les voies, on les connaît. Il y a 5 axes qui sont les plus accidentogènes en Côte d'Ivoire. C'est la route donc à Abidjan sur l'autoroute du Nord, enfin l'autoroute jusqu'à la frontière nord. On a donc la route du Sud-Est. On a la route de l'Ouest, donc entre Yamoussoukro et Daloa. Et puis, donc, nous avons donc la route Abidjan-Abangourou, qui sont les routes qui regroupent à elles seules près de 70% donc, des accidents et des tués sur nos routes. D'accord. Monsieur le ministre, un autre aspect quand même inquiète les populations. Il a été longtemps combattu donc, par certains maires, certains élus, les Niambros. Est-ce que le ministère a peur des Niambros? Parce que pourquoi ce phénomène de Niambros persiste encore dans notre pays? Alors, les Niambros, c'est vrai, on en parle. Je pense qu'on en parle moins. Enfin, on en parle parce que, bon, vous savez, sur ces questions-là, il faut quand même toujours relativiser. D'accord. Relativiser. Il y a 5 ans, il y a 10 ans, mais il y avait la guerre dans les gares. Absolument. Se tirait dessus avec des armes de guerre. Donc nous travaillons à apaiser tout ça, mais nous pensons, et nous sommes en train d'y travailler, que, vous savez, c'est comme un désordre, mais qui permet... C'est comme une mafia qui est difficile à démanteler, peut-être? Non. Moi, je ne considère pas que ce soit une mafia parce que ça a été démantelé dans divers endroits, comme à Koumassi. Ça a été démantelé. Mais ça a été démantelé en bonne intelligence avec les autorités locales. D'accord. Donc c'est ce travail-là qu'il faut continuer à faire. Mais je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai vraiment bien regardé comment tout ceci fonctionne. On a des rapports du PNUD, on a beaucoup de rapports dessus. On a des rencontres. Alors, ce sont des organisations qui n'ont pas de visage. Il y a une confusion entre syndicats, des gens qui ont créé des lignes, des gens qui ont créé des gares, ainsi de suite. La solution à tout ceci, c'est d'avoir de vraies gares formelles qui existent, qui sont des gares qui appartiennent à la communauté. Ce n'est pas des gares spontanées. Monsieur le ministre, vous citez Koumassi. Est-ce que l'autorité de Koumassi est plus forte que dans les autres localités? Moi, j'en sais rien. On se demande pourquoi Koumassi, parce que le fait n'a pas été encore résolu. Donc plusieurs, on en parle, parce que les populations qui... ou bien ce sont les autres maires qui refusent. Ce sont les autres maires peut-être qui refusent. Moi, j'en sais rien. Moi, ce que je fais, honnêtement, ce que je fais, c'est d'avoir un secteur de transport qui soit organisé. Le dernier Conseil des ministres, vous avez certainement fait attention, où le président de la République a autorisé donc, que nous puissions réaliser avec l'AFD donc, la construction d'une trentaine de gares à Abidjan. Nous sommes en train de travailler pour avoir un transport de masse sécurisé à Abidjan et capacitaire donc à Abidjan. Nous sommes en train de travailler pour avoir d'autres modes de transport à Abidjan. Et je pense que la solution donc, à tout ceci, en attendant qu'elle soit effectivement achevée, mise en œuvre, la solution pour nous, c'est vraiment de travailler pour avoir du transport capacitaire, du transport formel, bien organisé. Des gares routières construites avec la participation, donc le soutien de l'État, avoir un métro comme on est en train de le faire, avoir des lignes de BRT comme on est en train de le faire, travailler à faire en sorte que nous ayons donc un transport artisanal qui soit organisé en mettant à disposition donc des véhicules nouveaux donc qui ne sont pas embêtés, des chauffeurs qui sont formés. Donc c'est sous ce travail-là que nous Surtout sommes la disparition des badjans. On ne comprend pas pourquoi, en 1960, les badjans existaient, ils existent encore aujourd'hui. Comment font-ils pour avoir une visite technique clean? Ouais, moi, je ne pense pas qu'ils aient tous
la visite technique, mais ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes très conscients. Il faut aussi reconnaître que beaucoup d'efforts a été fait. Moi, je ne suis pas un bagarreur. Je ne viens pas dans un secteur pour dire, allez, tout le monde dit qu'il y a ça, il faut aller prendre la gendarmerie, la police pour aller régler tous les problèmes. Je pense que ce n'est pas la solution. On a 15 millions de déplacements par jour à Abidjan. On a une capacité de transport aujourd'hui, donc hors tout ce que vous citez, qui est peut-être de l'ordre de 1-2 millions par jour. Mais quand vous prenez tout cela, c'est ça qui permet aussi aux gens d'aller au travail. Donc, il faut travailler à faire en sorte que vous ayez un bon système de transport qui puisse non seulement permettre que donc, nos populations soient transportées dans de meilleures conditions de sécurité et de confort, mais il faut travailler aussi pour que tous ceux qui sont en quête d'emploi ou qui vivent de tout ceci soient insérés donc, dans le métier qu'ils ont choisi. Donc voilà le travail que nous sommes en train de faire. Il faut beaucoup de patience. Ne croyez pas que, alors on va venir comme ça, et puis on va demander à tous ces véhicules qui circulent donc, de garer. On va demander que la gendarmerie aille partout, donc et puis que Abidjan va fonctionner. Ce n'est pas comme ça. Donc, monsieur le ministre, on comprend par là que ces véhicules sont tolérés, en fait. Ben, ces véhicules sont sur le territoire, ces véhicules sont immatriculés. Aucun texte en Côte d'Ivoire, pour l'instant en vigueur, ne dit qu'un véhicule d'un certain âge ne doit pas circuler. Ce que les textes disent, c'est qu'un véhicule d'un certain âge ne peut pas être mis nouvellement en circulation. Ils sont vieux, ils doivent quitter la circulation. De toute façon, nous savons que vous avez des solutions à cela. Hein. Monsieur le ministre, on va revenir sur la vidéo-verbalisation et cette stratégie nationale. Comment marche-t-elle? Comment fonctionne-t-elle? Et encore, combien de permis depuis là ont été retirés si nous parlons du permis à point, monsieur le ministre? Ça marche très bien. Ça marche très bien. Là, on est en train d'achever vraiment l'extension sur les voies accidentogènes que je vous ai indiquées, donc de la vidéo-verbalisation. Je veux dire, on a installé aujourd'hui près de 4/5e du dispositif donc à l'intérieur du pays et les choses marchent bien. Sur Abidjan, on sait les résultats que ça a donné, que ça continue de donner. Je sais que c'est quelque chose... Moi, le premier plateau qui m'a reçu pour parler de vidéo-verbalisation, c'est l'AFTV. Je crois que beaucoup de gens n'y croyaient pas. Aujourd'hui, c'est une vraie réalité. C'est même, et je voudrais vraiment féliciter puisqu'il y a aujourd'hui une société 100% donc ivoirienne qui a commencé à déployer le même système dans d'autres pays. Je voudrais donc saluer cette ingéniosité donc des jeunes entrepreneurs ivoiriens. Et moi, je suis très, très content de ce qui se passe. On n'a pas pour vocation vraiment de sanctionner, parce que même sur la vidéo-verbalisation... Et pourtant, monsieur le ministre, nous sommes très sanctionnés au niveau de la contravention. Oui, mais parce la note est amère. Oui, mais parce que vous avez commencé l'émission par l'incivisme. Il y a des règles. Quand on va à l'auto-école, on vous dit ce qu'il ne faut pas faire. Mais vous ne pouvez pas dans la circulation. Alors qu'il y a une loi qui porte sur donc le code de conduite sur la route, et vous décidez de ne pas respecter. Après, on me dit, oui, mais le ministre, l'incivisme, qu'est-ce que vous faites contre? Parce que c'est ça, il faut que chacun respecte, sauf si vous n'êtes pas allé à l'auto-école. Mais si vous êtes allé à l'auto-école, vous savez qu'il y a des vitesses, il y a des limitations de vitesse. Vous savez que quand le feu est au rouge, vous devez vous arrêter. Et vous savez qu'il ne faut pas boire pour prendre le volant. Au début, on recevait des SMS, monsieur le ministre. On n'en reçoit plus. C'est au moment de la visite technique ou encore quand, moi j'appelle le camion bleu-blanc, quand il est sur la route, les grèves d'artère Yamoussoukro ou encore quand on se rend compte qu'on a été verbalisé par la vidéo plusieurs fois et qu'on a une note un peu élevée, donc qui nous surprend quand même des fois. Justement, Eric, pour enchérir avec la question, comment on conteste? Parce que certains estiment qu'ils n'ont pas toujours reçu des messages, ou ils sont à la maison et puis ils reçoivent des messages alors qu'ils ne sont pas sortis avec les véhicules. Quand on a des contestations, comment ça se passe? Pardon, pour enchérir deux fois, comment est-ce qu'on est au courant qu'on a été verbalisé? Comment est-ce qu'on peut contester effectivement? Et surtout, est-ce qu'il y a un système de peut-être de sanctionnement au cas où la personne ne paye pas à temps, au fur et à mesure du temps qui passe, en fait, comme dans d'autres pays? Bon, il va falloir qu'on continue d'expliquer, qu'on continue de sensibiliser. On a fait beaucoup d'explications, beaucoup de sensibilisation. On va continuer. Je demandais au service, parce que j'ai été
ces questions me sont posées donc régulièrement, je donne des réponses, ainsi de suite. Donc, on va continuer à sensibiliser. Mais ce que je voudrais dire, les choses sur lesquelles je voudrais insister, on a passé beaucoup de messages, on continue de le faire. Il faut créer vos comptes. Ça vous permet de suivre. Donc sur CGI Digital, vous créez votre compte. Ça vous permet de suivre tout ce qui se passe concernant votre voiture. C'est extrêmement important. D'accord. Si vous changez de véhicule, si vous changez d'immatriculation, si vous achetez un véhicule, on a même pris des dispositions pour que la mutation soit facilitée. Mais si vous ne faites pas la mutation, vous ne recevrez pas les SMS. Si le véhicule ne porte pas votre nom, que le véhicule au nom du responsable du parc qui vous a vendu le véhicule, c'est lui qui recevra. Mais si vous changez de numéro, mettez vos données à jour. C'est clair. Monsieur le ministre, Donc, est-ce qu'on peut tracer aujourd'hui une verbalisation? Est-ce qu'on peut tracer une verbalisation aujourd'hui? Ben oui, bien sûr, vous pouvez tracer. Quand vous recevez la contravention, enfin vous recevez la notification, vous avez la possibilité donc de télécharger la contravention et puis tracer la contravention. D'accord. Je voudrais dire, profiter de l'occasion, et je l'ai expliqué également ici, pour dire que il m'arrive donc d'entendre, et c'est vrai, des gens qui me disent « Oui, mais mon véhicule est à Korogo, j'ai été verbalisé à Abidjan. » Donc, comment cela a pu se faire? C'est tout ceci qui explique pourquoi nous sommes en train de passer donc, à une nouvelle plaque d'immatriculation. Moi-même, j'ai changé mes plaques d'immatriculation. Parce que par le passé, et c'est la réalité, vous aviez plusieurs véhicules dans l'ancien système d'immatriculation qui avaient le même numéro d'immatriculation. Oh. Vous avez beaucoup de faux. Des gens qui ont usurpé votre numéro, vous avez beaucoup de fausses plaques qui sont fabriquées. Vous avez des véhicules qui existent sous forme de clones. Voilà, vous avez... Alors, donc tout ça, ça a existé. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place un nouveau système d'immatriculation. Donc moi, je voudrais vraiment lancer cet appel à tous. Pour ne pas avoir de surprise, il faut vérifier que le véhicule est à vous. Très bien. Qui n'est pas à quelqu'un d'autre. Merci, monsieur le ministre. Et c'est même d'autant plus important quand on arrive à des situations, oui, on arrive à des situations où des personnes décèdent et les véhicules ne peuvent pas faire partie de leur héritage parce que le véhicule n'a jamais été mis à leur nom. Merci, monsieur le ministre. C'est vraiment des choses complexes. On va avoir l'occasion de s'étaler sur d'autres sujets, ma foi, très importants, mais pour l'heure, on va marquer la pause. On se retrouve juste après. Restez avec nous. Et nous sommes de retour sur le plateau du Talk des vacances après l'actualité présentée par Isabelle Vauvor et nous poursuivons ce spécial avec le ministre Amadou Koné, ministre des Transports, qui répond à toutes nos questions portant sur cette nouvelle réforme votée depuis juillet 2021. Nous faisons le bilan avec lui, le bilan de la sécurité routière, bilan de l'évolution donc du transport dans tous les secteurs du transport en Côte d'Ivoire. Et vous remarquez que nos chroniqueurs se succèdent sur ce plateau, ce nouveau tableau, compte tenu de Aïcha. Rayana Assi, vous avez le même thème, donc des fois je me perds. vous avez le même thème, donc Rayana Assi et puis Gandhi Kuye. Très bien. Bonsoir. Bonsoir. Madame, monsieur. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Bonsoir. Très bien. Alors, nous allons évoluer sur la question des grands projets structurants donc, pour la mobilité à Abidjan. La Côte d'Ivoire est en constante construction. On essaie d'évoluer sur le plan du transport en Côte d'Ivoire, transport routier, transport ferroviaire. Il y a de grands travaux qui sont en cours. Nos chroniqueurs vont vous poser des questions là-dessus. Alors, tu en parles bien, parmi ces grands projets donc, structurants de la mobilité urbaine d'Abidjan, on a justement cette ligne de métro dont on parle très souvent. On passe souvent à côté de certains endroits où on voit des petits travaux en cours. Où en est-on déjà? Des gros travaux en cours. Tout à fait. Alors, le projet avance très bien désormais. Quand je dis désormais, depuis qu'on a achevé le bouclage financier. Ce que vous allez revenir au cours, je vais juste le rappeler, c'est 1,4 milliard d'euros. D'Anyama à Port-Boué, on a quasiment achevé la libération des emprises, le déplacement des réseaux souterrains, il y en a beaucoup, quasiment achevé également, mais en même temps, on a commencé les travaux donc le génie civil. Nous prévoyons donc terminer donc les travaux au plus tard début 2028, mais fin 2027 les travaux. On peut faire un peu le point quand même sur ces travaux, les différents travaux. Qu'est-ce qui sera de nouveau en Côte d'Ivoire?
Alors, peut-être dans les grandes lignes, parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails, on va pas rentrer dans les détails techniques. Alors, c'est 37 km avec 21 stations, avec une vingtaine de ponts-rails, avec un pont important sur la lagune Ébrié. Nous aurons à peu près une centaine de trains et nous aurons donc à l'exploitation un train au départ, donc toutes les 5 minutes, et puis plus tard, un train donc toutes les 3 minutes. Transporter 500 000 personnes jour, donc entre Anyama et Port-Boué, ceci donc en moins de 45 minutes, donc avec les stations donc en plus. Avec à la clé à peu près 1200 emplois donc directs, des jeunes Ivoiriens qui certains donc, sont en formation et un basculement total dans la gestion donc, par des nationaux après cette année donc, d'exploitation pour que nous reprenions totalement la main. On a commencé la construction donc, des trains. C'est pas ce que vous voyez sur Internet, ça n'a rien à voir du tout. Le montage. Le montage des trains, la construction. Oui, ça a commencé. Très bien. Et ce n'est pas du tout ce que vous voyez sur Internet. C'est beaucoup plus beau que ça. Très bien. Le chef de l'État va recevoir bientôt donc, la première maquette. Et nous allons exposer donc, à Abidjan, en début de l'année prochaine, donc la première rame, grandeur nature, donc, que les Ivoiriens pourront donc, voir. Donc les travaux se passent très bien, nous sommes très heureux. Monsieur le ministre, très rapidement sur le délai de livraison, vous nous annoncez début 2028, fin 2027. Je crois qu'initialement, il y a eu beaucoup de spéculations hein, sur les dates de livraison. Certains ont parlé de fin 2026, certains ont parlé de début 2027. Il y a eu des prorogations, et est-ce qu'on est à l'abri d'une autre prorogation ? Mais c'est moi qui donne les dates. On est rassuré. Jusqu'à preuve de contraire, c'est moi qui donne les dates. La construction du train a toujours été prévue de se faire sur 4 années. D'accord. Sur 4 années. On a commencé donc, effectivement donc, la construction du train l'année dernière, donc ça fait 2027, début 2028. Parce que de toute façon, il faudra à peu près 3 à 4 mois d'essai à vide. Donc c'est tout ceci. On a l'impression qu'on ne peut pas donner une date précise. J'ai la date précise, mais je ne vais pas vous donner la date précise. Je vous ai dit que c'est fin 2027, début. Quand je dis début, ce n'est pas décembre 2028. Hein. C'est sûr qu'au premier trimestre, au plus tard de l'année 2028, vous pourrez emprunter le train. Merci. Monsieur le ministre, je voudrais d'abord vous féliciter pour ce grand projet. Moi, ce que je veux dire, ça a été d'actualité dans ces derniers temps. Tout ce qui est grand projet, ça impacte les populations avec ce qu'on a appelé le déguerpissement. Aujourd'hui, quelle assurance vous donnez aux populations qui seraient impactées par ce grand projet-là? Déjà, est-ce que vous avez déjà des sites? Je pense que vous êtes un peu en retard sur le sujet en ce qui concerne le métro. Oui. Parce qu'on a quasiment, en métro, on a fini le déguerpissement. Oui, justement, c'est une façon en fait de rassurer. Parce qu'avec les populations, chaque fois elles viennent, quand vous avez en fait ce cadre d'information, c'est de rappeler. Parce que les populations viennent chaque fois pour dire qu'elles n'ont pas été informées. On a l'impression qu'on a un problème de communication. Donc la question est à poser parce que le ministre est là aujourd'hui devant la population qui le regarde. Quelles sont les assurances? Quels rappels? Sur le projet de métro, vraiment, on n'a pas de problème. On a eu quelques... vous avez dû suivre hein, quelques échanges parfois houleux par endroits, notamment à Port-Boué, je crois il y a 2 ans. Mais depuis, je ne suis pas sûr que vous ayez entendu quelque chose. Donc c'est un travail qui se fait en relation avec les communes, avec les populations impactées. Donc les choses se passent très très bien. Donc en ce qui concerne... Mais est-ce qu'aujourd'hui le ministre peut être en même de dire publiquement, est-ce qu'il y a des espaces qui ont été en fait déjà décidés en fait pour que ces populations-là puissent y aller? Je le dis parce que les populations, on a vu la dernière fois, elles se sont plaintes de toutes choses malgré tout. Non, je parlais de tout ce qui a concerné la dernière fois le 4e pont. Du métro. Voilà, mais justement, est-ce que le ministre aujourd'hui peut nous dire clairement qu'est-ce qui a été décidé pour ces prétendues populations déguerpies? Quelles ont été les mesures La d'accompagnement qui ont quasi-totalité. Il y a encore quelques impactés donc sur lesquels nous travaillons. Mais en ce qui concerne la ligne de métro, à part ceux qui sont donc dans des situations de désaccord avec nous, mais sur la question du métro, nous avons procédé
donc, au dédommagement des populations. Donc nous n'avons pas vraiment de sujet donc important à la matière. La deuxième chose que je voudrais préciser, c'est que sur ce projet, qui a un financement qui est quand même complexe, donc nous avons donc un financement avec donc une banque agent qui lève une partie, qui a levé une partie des ressources donc auprès d'établissements financiers privés, donc avec des garanties données par l'État français, donc qui a décidé de prendre les choses en charge. On a donc un cabinet qui est commis par ces banques pour veiller à ce que les choses se fassent dans les règles. On a pris dès le début des engagements. Les évaluations sont faites avec le cabinet, qui est un cabinet international, de sorte que nous, sur la question, vraiment, on est à l'aise. Sinon, les décaissements ne se seront pas faits. Les décaissements ont commencé, les travaux continuent. On n'a pas vraiment de sujet en ce qui concerne donc, le déplacement des populations. D'accord. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que même les populations qui doivent encore être dédommagées, des discussions sont en cours et elles sont plutôt rassurées. Oui, il n'y a pas, en tout cas, il n'y a pas de sujet. On a, pour tout vous dire, des sujets qui sont peut-être des sujets un peu plus complexes, hein, mais parce que les montants réclamés, soit par certaines entreprises ou par des gros immeubles. Sinon, en ce qui concerne les populations à déplacer, qui étaient dans des habitations, on n'a pas de problème, mais on a des discussions, des divergences en ce qui concerne donc les montants qui nous sont réclamés par des entreprises. Ce n'est pas grand-chose, mais nous sommes en train de travailler là-dessus. Monsieur le ministre, on a envie de vous demander, quand vous avez une posture aussi rassurante et une gestion aussi efficace finalement de ces questions-là, quelle a été la recette gagnante? Parce qu'on est bien d'accord qu'on vit tous à Abidjan et qu'on voit ce que la question des déguerpissements dus à l'élan de développement qui est lancé à Abidjan pose comme problème. Quelle a été réellement la recette gagnante? Est-ce que c'est l'anticipation? Est-ce que c'est l'organisation? La transparence sur les mesures d'accompagnement? Qu'est-ce que c'est? Je pense que tous les programmes de réinstallation des populations sont les mêmes. Tous. Après, les populations ne sont pas partout les mêmes. Nous avons déguerpi. Non, on n'a pas déguerpi, on a déplacé les populations d'Anyama en passant par Adjamé. Il n'y a pas eu de problème. Ensuite, le plateau, Marcory, fait 13 villes, Marcory, ainsi de suite, il n'y a pas eu de problème. À Port-Boué, à la fin, on a eu des difficultés. Après, bon, je savais bien de quoi il s'agissait, mais on a traité le problème avec les autorités locales et donc les choses sont rentrées dans l'ordre. Il faut... Ce dialogue-là, il est fait dans tous les projets de déplacement des populations. Après, il y a des barèmes. Il y a des discussions, il y a des certificats de compensation qui sont négociés et signés. Mais il faut qu'il y ait de la bonne foi des uns et des autres. Parce que ce que je constate, c'est que parfois, il n'y a pas de bonne foi donc, dans les discussions. Parfois, il y a des changements d'interlocuteurs. Vous savez, il nous est arrivé même sur la question du métro, parce que même les locataires bénéficient donc de pécules d'indemnisation, donc qui leur permet de se reloger. Mais entre le déguerpissement des locataires, des premiers locataires et la démolition, il arrive que certains propriétaires mettent de nouveaux locataires. Ah, c'est ce qui arrive. Bon, Tout ça arrive. Donc, bon, ce n'est pas des choses qui sont simples. J'ai envie de dire aussi aujourd'hui, est-ce que le ministre aujourd'hui peut nous dire s'il y a un protocole d'accord formel signé, et là, aujourd'hui, avec les premières populations, eh bien celles avec lesquelles on a trouvé véritablement un accord? Je vous ai indiqué, alors je vous remercie, mais bon, il y a des certificats de compensation qui sont signés. Et qui ne sont pas signés sous contrainte, qui sont négociés, qui ont permis parfois donc, de donner droit à des réclamations qui sont faites donc, par les impactés ou de leur faire comprendre que donc, ces impactés-là allaient au-delà de ce qui était prévu, de ce qui leur était dû. Et puis on signe les certificats de compensation. Nous ne démolissons pas quand il n'y a pas donc, de signature de certificat de compensation. D'accord. Monsieur le ministre, quand vous avez
reloger ou payer l'indemnisation, pourquoi il y a un temps de latence entre ce moment-là et la démolition? Bon, pourquoi ce n'est pas immédiat pour empêcher ceux qui partent ou qui sont propriétaires de reloger d'autres personnes? Alors, il faut l'avouer que ce projet, initialement, a eu quand même des difficultés au démarrage. Des difficultés que j'ai beaucoup expliquées, qui étaient des difficultés liées au bouclage financier. On avait un premier consortium. Donc, dans ce consortium, un des partenaires ne pouvait pas apporter le financement qu'il fallait. Ensuite, lorsque le seul qui est resté dans le consortium, enfin qui était seul, avait les moyens de le faire, le coût pour les populations était très élevé. Donc l'État a décidé de se substituer et d'emprunter pour réaliser le projet. Donc tout ceci a fait que le bouclage financier a mis du temps. De sorte qu'il y a eu un décalage. À partir du moment où tout ceci a été réglé, nous avons commencé immédiatement à libérer les emprises. Deuxième chose importante que je voudrais ajouter, on a commencé effectivement à payer les indemnités aux populations impactées en 2019. Vous savez qu'en 2020, il y a eu la Covid. Et que même à Abidjan, on a connu quand même le couvre-feu. À un moment, on a fermé Abidjan. Dans ces conditions-là, pour nous, il était inhumain. Il était même impossible de procéder à des déplacements de population. Donc tout ceci a contribué quand même à contrarier le calendrier initial que nous avions arrêté. Je comprends déjà que vous aviez déjà donné un contenu à ce que le président de la République a appelé le caractère humain. Vous avez peut-être dévancé le président parce qu'avec la Covid, vous avez interrompu. Donc je voudrais vraiment vous féliciter à ce niveau. Et puis, je dis, on a parlé de métro d'Abidjan, mais il y a des villes comme Darboville, il y a des villes comme dans le Grand Abidjan qui dépassent le Grand Abidjan. Est-ce qu'à l'avenir, on peut penser aussi à ça, dans le métro, pour pouvoir en fait desservir certaines villes qui sont aux environs d'Abidjan, qui sont en dehors du Grand Abidjan? Dans votre politique... Et peut-être à l'intérieur du pays, un peu plus loin. Alors, nous parlons de la première ligne de métro, qui, de notre point de vue, est quand même la plus importante parce que relie quand même une commune très, très dense en termes de population, et qui traverse tout Abidjan, du nord jusqu'au sud, à l'aéroport, ainsi de suite. C'est la première ligne. Plus tard, il est prévu la réalisation de d'autres lignes sur Abidjan. Et bien évidemment, vraiment mon rêve en tant que ministre des Transports, dans le cadre de la décongestion, dans le cadre du développement des villes de l'intérieur, mon plus grand rêve aujourd'hui, c'est d'initier un projet de train rapide entre Abidjan et Ferkessédougou en passant par Yamoussoukro et Bouaké. Vous savez, moi je dis souvent, si je peux faire Abidjan-Bouaké en 1 heure, je ne sais pas pourquoi moi je vais habiter à Abidjan, je resterai à Bouaké pour venir au travail. Donc c'est un projet auquel nous pensons. Donc mais tout ceci doit se situer dans le cadre d'un schéma directeur de développement. C'est-à-dire qu'on ne le fait pas comme ça. Il faut regarder quelles sont les retombées économiques, qu'est-ce que ça apporte au pays en termes sociaux, en termes économiques bien évidemment, et puis développer un réseau en tenant compte des études qui sont menées. Et justement, Monsieur le Ministre, vous touchez le bon point parce que finalement, avec tous ces investissements, quand je prends le cas de la ligne de métro par exemple, qu'est-ce qu'on attend comme retombée? Parce qu'on entend souvent dans la ville dire que chaque jour, il y a un nouveau projet, que ce soit des constructions de ponts, de routes, le métro et tout ça. Mais finalement, on a l'impression qu'il y a plus d'embouteillages, on a l'impression que ça ne résout pas les problèmes. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Et quelles sont les prévisions en termes de retombées? Alors, moi, je voudrais dire que si tout ce qui a été fait depuis 2011 à Abidjan n'avait pas été fait, il serait impossible de circuler aujourd'hui à Abidjan. Pour ceux qui étaient là en 2011, en 2010, je prends souvent ces exemples-là. Quand on quittait la Riviera pour venir ici, pour venir au plateau, on avait 2 possibilités. Alors, soit on passait par la Riviera 2 avec un petit feu, un petit carrefour avec un feu derrière la cité de la Riviera 2, ou on passait par le Golfe avec un petit feu vers chez Madame Thérèse Houphouët-Boigny.
Vous pensez que si les travaux qui ont été faits n'avaient pas été faits, il serait possible de sortir de la Riviera si on n'avait pas le pont, si on n'avait pas élargi, si on n'avait pas redressé le boulevard de France, si on n'avait pas fait le tunnel, l'échangeur à la Riviera 2, comment est-ce qu'on allait se déplacer? C'est important. Et dans ce cadre-là, donc l'État, avec un certain nombre de partenaires, a élaboré un schéma directeur de développement, un schéma directeur d'urbanisme, qui tient compte du déplacement des populations, des centres d'intérêt des populations. Monsieur le ministre, comment sans est-ce vous que les interrompre, populations je se pourrais dire, déplacent? vous êtes aussi l'autorité. On pouvait dire, ben, vous avez été élu pour ça, vous êtes là pour ça, c'est l'autorité, vous avez joué votre rôle. On pourrait le dire, les populations pourraient bien aussi le dire, que vous êtes le gouvernement, c'est vous qui devez travailler à ça. Donc je pense que c'est dans l'ordre normal des choses. Et justement, quelles retombées sont attendues? Alors, je vous remercie de revenir à cette question. Donc, nous faisons donc, ce travail-là, mais comme je dis, il faut le faire de façon organisée, de façon structurée, avec des études qui parfois sont des études qui ont été réalisées il y a très longtemps, mais les projets n'ont pas été réalisés. Les retombées, c'est que à terme, ça va accroître la mobilité. À terme. Comme je dis, si ça n'avait pas été fait, on ne pourrait pas se déplacer. On se déplace un peu. Donc le but est de faire en sorte qu'on se déplace encore mieux. Donc sur Abidjan. Monsieur le ministre, à Comment? quel coût justement? Parce qu'on a un tout petit peu peur de ça. Chaque fois qu'il y a des innovations, les prix nous effraient un tout petit peu. Mais vous savez que le développement a un coût nécessairement. Vous ne pouvez pas faire de route si vous ne payez pas. Vous ne pouvez pas faire de train si vous ne payez pas. Abidjan commence à avoir un nouveau visage reluisant. Nous, on aime bien l'idée de BRT, donc de Yopougon à Bingerville. On constate, donc les routes sont en train d'être élargies, donc avec un pan au milieu, donc pour permettre à ce bus rapide là, donc de circuler. C'est de nouvelles choses que les Ivoiriens n'avaient pas découvertes avant, qu'on ne connaissait pas aujourd'hui. Quel sentiment vous avez, vous? Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce BRT là? Alors, c'est donc une ligne de bus. Les bus tels que nous les connaissons? De bus plus propres, un peu connectés, parce que c'est fait de sorte que vous puissiez organiser bien votre voyage. Vous savez à quelle heure, à quelle minute vous arrivez à telle station, ainsi de suite, parce qu'il n'y a pas les embouteillages et tout, donc c'est régulier. Donc ça vous permet vraiment de bien organiser votre voyage. Ça raccourcit donc le temps de voyage, notamment de Yopougon et Bingerville. C'est beaucoup plus propre en termes d'émissions donc de gaz à effet de serre. Et voilà, c'est quelque chose qui va venir donc compléter donc, le dispositif de transport de masse qui est mis en place. Donc avec, et ce n'est pas tout, il y a le BRT, c'est vrai, mais il y a tout ce qu'on est en train de faire en ce moment sur le transport lagunaire. L'objectif pour nous, c'est qu'on puisse avoir un transport multimodal donc, qui puisse fonctionner parfaitement. Que vous puissiez partir donc, du bateau-bus à une gare où vous pouvez prendre donc, le BRT ou le bus ou le métro, mais que vous puissiez organiser sereinement donc, votre voyage dans la ville. Ça, c'est extrêmement important pour que les choses se passent bien. Et justement, je vous prends au mot, vous parlez de sereinement. Qui parle de sérénité parle de sécurité surtout. Quand on a justement toutes ces modalités de déplacement, est-ce que ça n'élargit pas aussi le risque? Vous en parlez en début d'émission, c'est justement tous ces accidents qu'on voit, tout ce incivisme. Quelle sensibilisation aux acteurs même qui vont devoir prendre le volant de ces nouveaux engins? Bon, quelle formation, quels sont les risques qui ont été étudiés et anticipés? Alors, ce sont des couloirs dédiés. Ça, déjà, ça diminue le risque d'accident. C'est dédié. Les couloirs de BRT sont des couloirs qui sont dédiés à ces bus-là. Et rien d'autre, exclusivement. Bien. La ligne de métro, c'est dédié au métro. C'est clair qu'on va pas aller exclusivement. Exclusivement, effectivement. Bon, alors, sur la lagune, on a un vrai projet de développement qui concerne le balisage. On va recevoir bientôt des bateaux-bus pour la Sotra. On est en discussion STL et C30, comment intégrer tout ceci donc pour que les choses puissent fonctionner. Mais dans le cadre du BRT, qui est un projet beaucoup plus large que le couloir
donc de bus. C'est un projet aussi qui nous permet d'avoir des lignes de rabattement avec des véhicules neufs, des chauffeurs formés. Il s'agit de 2000 taxis, donc neufs, qui sont dans le projet, de 1000 minibus inclus donc, dans le projet, de la formation donc, de ceux-là, de la réalisation donc, de gares donc, dédiées. Et c'est vraiment l'organisation de tout ceci qui nous permettra d'avoir un système de transport moderne, fiable et régulier. Très bien. Monsieur le ministre, vous parlez de gare. Justement, je rebondis là-dessus. Le projet de construction de la gare routière interurbaine d'Abidjan reste une priorité pour le gouvernement ivoirien. Le mercredi 26 juin 2024, en Conseil des ministres, les autorités sont revenues donc, sur la réalisation de ce projet. La maquette est conçue. Le site de sa construction est déjà trouvé. Alors, à quand le démarrage? Alors, il faut savoir que la gare, initialement, était réalisée dans le cadre d'un PPP avec un privé. Ce privé devait mobiliser donc, PPP, les ressources. Partenariat public-privé. Public-privé. Le privé devait mobiliser les ressources pour réaliser la gare. À peu près 40 milliards, je crois, de francs CFA que le privé avait voulu injecter dans la gare. Il y a eu beaucoup de difficultés. On avait une convention de concession, on a une convention de concession donc avec ce privé. Nous avons aidé comme on pouvait pour lever les obstacles, mais ça dure. De sorte que nous avons décidé donc d'intégrer, parce que c'est une infrastructure importante dans l'interopérabilité donc des moyens de transport, notamment le métro et les véhicules donc de transport que sont donc les autocars, les bus, parce que c'est une gare qui est dédiée au transport interurbain, mais à côté de laquelle va passer donc le métro. Donc nous sommes en discussion avec donc la compagnie donc, qui réalise le métro pour que la gare soit réalisée et achevée en même temps que la mise en même temps que le démarrage, donc le démarrage du métro, de la ligne 1 de métro. D'accord. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à toutes nos questions. On s'est largement étendu donc, sur tous les axes qui étaient prévus donc, pour notre entretien. Merci d'y avoir répondu. Merci d'être venu sur ce plateau. Si vous avez un dernier mot. Je vous remercie de m'avoir reçu. Ça a été un plaisir pour moi d'échanger avec vous, à travers vous, de partager à la veille des vacances avec nos compatriotes le travail qui est fait donc, par le gouvernement sous la haute égide du président de la République. Mais également l'occasion pour moi de souhaiter bonnes vacances donc à tout le monde et surtout beaucoup de prudence sur nos routes. Très bien. La période des vacances fait partie des périodes que nous avons identifiées comme les périodes où il y a beaucoup donc de dégâts sur nos routes. Donc je voudrais vraiment leur demander d'être très prudents sur les routes et d'observer donc le code de la route. Bonnes vacances à tous. Très bien. Monsieur le ministre, j'avais dit dernier mot, mais bon, j'en rajoute. Excusez-moi, c'est vraiment le dernier des derniers. Comment, sans se déplacer, peut-on avoir accès donc, au service du ministère des Transports? Sans se déplacer. Sans se déplacer, moi j'aimerais bien que vous vous déplaciez pour venir me voir, mais je veux dire, nous avons des directions régionales à travers le pays. On a aussi donc des numéros courts, notamment le 1302, je pense qu'il est connu maintenant. Vous pouvez appeler le 1302 pour tous les problèmes liés aux contraventions, à la vidéo-verbalisation, au retrait donc, des permis, des points, ainsi de suite. Et la plateforme, c'est CGI, il y a CGI Digital, donc il y a iservice.cgi.ci, donc qui vous permettra aussi d'avoir un ensemble quelques mots politiques. Il faut que je vous rappelle, répétition, donc, pour avoir accès aux services du ministère des Transports, vous devez aller donc sur la plateforme iservice au pluriel, .cgi.ci.
Merci, monsieur le Il ministre. vaut mieux dire E-service. E-service. Avec S. Finalement, En anglais. E-service. Voilà, E-service au pluriel, .cgi.ci. CI. Merci à tous nos chroniqueurs qui sont venus sur ce plateau. Donc, merci à Rayana Assi, merci à Gandhi Kuye, merci à Aïcha Crépi. Merci à toute l'équipe technique, merci à Isabelle Vauvor, merci à Gouy Arnaud, merci à toute l'équipe technique, les caméramans, Merci à toi-même. Merci à l'éditorial. toi-même, Landry. Merci à tout le monde, merci à qui À toi-même. Merci. J'attendais que vous le fassiez. Je ne vais pas me remercier moi-même. Merci encore, monsieur le ministre, à tout votre service, à tous les directeurs généraux qui vous ont accompagné pour vous soutenir dans toute votre équipe qui est là, qui est restée silencieuse, mais qui est là et qui reste disponible. Et nous aussi, nous restons disponibles pour toutes les informations concernant l'évolution de tous les grands travaux. C'est la Côte d'Ivoire qui avance. Vous êtes le bienvenu sur notre plateau. Moi, j'aimerais vous avoir encore pendant ces vacances. Vous venez quand vous voulez, monsieur le ministre. Ici, c'est chez vous. Merci beaucoup pour l'invitation. On va le laisser aller en vacances. Et puis merci à vous tous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir regardés, écoutés, d'avoir pris note, partagé bien sûr ce direct et d'avoir commenté. On a lu vos commentaires à la pause. Merci donc de nous suivre et de nous soutenir. Excellente soirée à vous. À demain et shalom.